D'âge entre amis. Bon, évidemment, vous, pour répondre à ce que je dis, c'est forcément par écrit, avec vos commentaires, soit sur YouTube, soit par des emails. C'est toujours avec plaisir. Alors, on a commencé une série sur les 7 dimensions d'intelligence de l'éducation kinesthésique de Paul Levinson. Si vous n'avez pas vu l'intro qui s'appelle Introduction aux 7 dimensions d'intelligence, si vous ne l'avez pas écouté, ça dure qu'une dizaine de minutes. Donc écoutez-le. Et ce matin, après ma séance d'apnée que j'ai fait en piscine, là, j'ai fait 1 heure d'apnée en piscine au club. J'en profite pour faire ma promenade. Il y a un petit soleil, mais il y a aussi un peu de pluie en même temps. Donc, en tout cas, ce matin, j'ai prévu de parler d'une dimension très importante qui s'appelle la dimension de la focalisation, dimension avant-arrière. Donc ça fait partie des 3 dimensions de l'espace. Dans les 3 dimensions de l'espace, on a droite-gauche la latéralité, au bas le centrage et avant-arrière la focalisation. Alors certains argumentent du fait qu'on devrait commencer par parler toujours de la focalisation en premier, parce que la focalisation, c'est un peu ce qui va être lié à la survie. Et donc, il faut toujours commencer par l'étage de se mettre en sécurité. Qu'est-ce que c'est que cette dimension avant-arrière ? C'est une dimension très intéressante, effectivement passionnante, qui est souvent ignorée dans beaucoup d'approches. Alors, de moins en moins, ces dernières années. C'est vrai que, évidemment, moi, j'ai commencé à apprendre ça il y a très longtemps. Denison était vraiment un visionnaire. Il travaillait là-dessus dans les années 80. Et maintenant, beaucoup de gens commencent à parler de ça, c'est très important. C'est cette capacité sous stress. On savait qu'il y a un réflexe qui s'appelle le réflexe de protection. C'est la capacité sous stress à s'éloigner, prendre du recul. Donc, on va vers l'arrière de cette dimension, ou de se mettre en avant pour attaquer et foncer. Donc là, on est donc bien dans la dimension avant-arrière. Donc, sous stress, qu'est-ce qui se passe ? Il y a d'abord une sorte de... Au niveau des réflexes, on a un mécanisme qui est très important qui s'appelle le réflexe de Strauss ou réflexe de sursaut. Sous stress, ça c'est le réflexe face au danger qui est mature, parce que le réflexe immature, ça va être soit un RPP, réflexe de peur paralysante, soit le réflexe de Moro, qu'on retrouve chez l'embryon pour le RPP et chez le nouveau-né pendant 3 mois pour le Moro. Normalement, le Moro va laisser place au réflexe de sursaut. C'est quoi le réflexe de sursaut ? C'est que dès qu'on perçoit un stress, visuellement ou auditivement, en règle générale c'est comme ça, ça peut être autre chose, mais en général j'entends un bruit ou quelque chose qui attire mon attention et qui fait peur, ou je vois quelque chose qui est potentiellement dangereux. À ce moment-là, mon corps va se tendre. Il va y avoir, surtout si c'est soudain, si le stimulus visuel ou auditif est soudain, je vais me tendre d'un coup, je vais sursauter. Et ça, c'est une notion très importante et qui est la raison d'être, si je puis dire, de la dimension de la focalisation. Je vais sursauter, c'est-à-dire je vais tendre mes muscles. Et pourquoi mes muscles se tendent ? Dès qu'on perçoit un danger, dès qu'on est sous stress, et le stress peut être à l'école, devoir faire des tâches, même du travail du bureau, notre vie n'est pas en danger, mais notre corps associe ça à du stress et on rentre en tension, on est tendu. D'ailleurs, souvent, dans notre vocabulaire moderne, le mot stress veut dire tension. Et quand quelqu'un dit « je suis stressé », ça veut dire « je suis tendu ». Et quand quelqu'un dit « je suis stressé », on dit « détends-toi ». Qu'est-ce que tu fais pour te détendre, pour te déstresser ? Les gens vont dire « je fais du yoga, je mange, je regarde la télé, je fais du sport, ceci, cela ». Peu importe, je cherche à me détendre, à me déstresser. Donc face à un danger, tension initiale. Et pourquoi il y a cette tension initiale ? Parce qu'à ce moment-là, tous les muscles de mon corps, tout mon corps est prêt, soit pour l'attaque, et là c'est plutôt je vais en avant, dans la dimension de la focalisation, je vais de l'avant, c'est l'attaque. Et donc là c'est plutôt la colère qui l'emporte. Soit c'est plutôt la peur qui l'emporte, et je vais plutôt choisir, entre guillemets, je dis entre guillemets parce que c'est pas un véritable choix à 100% conscient, mais je vais aller vers la fuite. Et la fuite, c'est vers l'arrière, c'est je recule. Et souvent, quand il y a un danger, on va avoir ce mouvement de recul très rapide. Vous voyez, la dimension de la focalisation, c'est comment face à un danger, je vais agir soit par la colère, l'attaque, soit par la peur, la fuite. Alors on sait qu'il y a une 3e réaction. Henri Laborie parlait en son temps, dans les années 80,
réflexe de figement. On parle en anglais de freeze. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en anglais, on dit fight, flight or freeze. C'est 3 F. Fight, c'est combat. Flight, c'est la fuite. Et freeze, c'est le figement. Donc en français, si je veux utiliser un peu la même chose, je vais dire... moi, je dis les 3 B, et en anglais, ils disent les 3 F. Moi, je dis les 3 B. Se battre, se barrer ou se bloquer. Voilà, bon, c'est une petite traduction poussée pour pouvoir retrouver, c'est une histoire de 3 F, 3 B, se barrer, sous stress, j'ai envie de me barrer, je me bloque, je bouge plus, je reste immobile, inhibition de l'action, je sais plus quoi faire, et ou je me bagarre. Se battre. Donc, cette dimension de la focalisation va affecter toutes mes chaînes musculaires antéro-postérieures, puisque quand je tiens debout, j'ai une... Évidemment, il y a des chaînes kinétiques, musculaires, trains anatomiques, appelez ça comme vous voulez, chaînes myofaciales, c'est pas le but ici de définir ça. Moi, je préfère parler, à l'instar de Frank Forensich, de chaînes kinétiques, voilà, des chaînes de mouvement, des chaînes d'organisation motrice. C'est du fascia, du tendon, du muscle, du ligament, de l'os, de tout ce que vous voulez, du tissu corporel qui nous fait tenir debout. Il y a des chaînes qui nous tiennent entre droite et gauche. On le pense si vous êtes par exemple dans un bus, et puis que le bus accélère ou freine, et bien on sent bien que si on est positionné latéralement par rapport au sens de la marche du bus, et bien ça va dans un train, ça va travailler fortement d'un côté ou de l'autre au niveau des mouvements latéraux. Mais surtout, et c'est ça qui nous intéresse là, on va avoir la musculature de devant qui s'organise avec la musculature de derrière. La chaîne postérieure s'organise avec la chaîne antérieure. Et c'est ça qui fait que dans la vie de tous les jours, je suis équilibré sur mes 2 pieds, je peux marcher, courir et tenir debout de manière statique. Si ma dimension de la focalisation s'active un peu plus qu'elle ne devrait parce que je perçois un danger potentiel, je vais soit raccourcir un peu plus derrière, soit activer plus devant pour aller vers l'avant ou vers l'arrière et activer, donc rentrer dans ce plan de la roue, comme l'appelle Gail Davidson. Vous imaginez que la focalisation, ça se passe dans le plan de la roue, c'est dans la marche avant, marche arrière. Donc ça, c'est très intéressant, c'est que sous stress, je vais activer mes chaînes musculaires antéro-postérieures. Alors, ça veut dire que le stress physique, émotionnel, cognitif vient se loger au sein de tensions musculaires. D'où l'importance, évidemment, de la pratique des automassages tels qu'on fait en IMP, des bercements pour libérer les chaînes musculaires, du travail corporel que l'on fait, des mouvements que Denison a mis au point qui s'appellent les activités d'allongement pour aller travailler sur cette chaîne tout du long. Nous, on utilise beaucoup aussi des techniques de rééducation du mouvement de Paul Denison pour aller libérer les tensions dans le corps, dans le stage au cœur du mouvement, mais aussi la pratique du yoga, du tai chi, de la relaxation, et puis dès que vous faites de la gym, etc., vous faites du bien à vos tensions corporelles. Donc ça va être important de prendre conscience du fait que le stress n'est pas qu'un truc dans la tête. Le stress vient avant tout dans les muscles. Et si on apprend à gérer notre stress, c'est une très bonne chose en faisant, que sais-je, des thérapies cognitives et comportementales, des techniques respiratoires, de la méditation pleine conscience ou quoi, ça c'est très très bien. Évidemment, il faut s'occuper de cette contrepartie ou de cette partie, on va dire ça comme ça, importante, mais il faut aussi s'occuper de la contrepartie corporelle. D'où l'importance du yoga, du massage, etc. Autrement dit, le stress, c'est tout autant physique que mental, corporel que psychologique. Et donc il faut travailler les deux. Le psy devrait intégrer le corps de sa pratique ou suggérer aux gens de faire des approches corporelles. Le kiné, pour les gens qui ont forcément du stress à partir du moment où on a des douleurs physiques et des problèmes, doit aussi travailler avec une approche thérapie cognitive et comportementale ou envoyer chez quelqu'un qui fait ça, etc. Donc en IMP, on cherche à travailler évidemment ces deux aspects, psychologiques et corporels. La fondation de cette dimension avant-arrière de la focalisation, c'est quoi ces fondations? Ces fondations, c'est-à-dire comment s'est mis en place cette dimension de la focalisation? Eh bien, comme toujours, via les réflexes, via le système des réflexes. Chez le bébé, il va faire des mouvements automatiques pour
progressivement activer ses chaînes antéro-postérieures, d'abord en position couchée, pris dans les bras, évidemment d'abord dans le ventre de la mère par un certain type de mouvement, puis en position face à la gravité dans les bras et couché, puis en position assise de manière autonome pour lui, puis en position quadrupédique, et puis en position debout. Et pour ça, il va utiliser un certain nombre de réflexes. Alors, le plus connu et certainement le plus important, c'est le réflexe tonique labyrinthique, le RTL. Quand le bébé va avoir une flexion de tête, il va avoir une flexion des membres, une extension de tête et une extension de membres, et son tonus corporel va se modifier en fonction de je suis placé sur le dos, je suis placé sur le ventre. Dans un cas, il va activer plus ses chaînes antérieures et dans l'autre, ses chaînes postérieures. Dans la vie intra-utérine, le RTL n'existe quasiment, ne s'exprime quasiment que en version de flexion, c'est-à-dire que le bébé doit garder la position dite fétale, et il va garder cette position fétale grâce à un réflexe archaïque qui s'appelle le RTL. Bien entendu, il va falloir qu'après la naissance, on se libère de ce RTL, sans quoi on voudrait rester toute notre vie en position fétale, refermé, replié sur nous-mêmes. Ce qu'on va retrouver quand on est sous stress, quand on dit il faut se cocooner, etc. Beaucoup de gens vont se replier, se refermer sur eux-mêmes, ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Donc à la naissance, ce RTL va connaître une deuxième phase. En fait, il y a un double RTL, le RTL en flexion et le RTL en extension. Quand le bébé descend par voie basse, il va y avoir lors de la naissance une extension de tête qui va entraîner une extension du corps, et là le bébé va initialiser en quelque sorte son RTL en extension. Et puis évidemment, une fois que c'est fait, dès qu'il va être placé sur le ventre, sur le dos, dans les bras, porté, etc., il va activer tantôt plus le RTL en flexion, tantôt plus le RTL en extension, et il va donc activer ses chaînes antéro-postérieures. Antéro-postérieures. Un point clé de l'évolution du bébé par rapport à ça, c'est quand il va être placé au sol et qu'il va se retourner dos-ventre, ventre-dos. Et là, il va activer et reprendre la main, donc corticaliser la motricité de ses chaînes antéro-postérieures. C'est-à-dire que progressivement, il va prendre les commandes, et ce n'est plus le réflexe qui va conditionner une réponse, mais c'est lui qui va apprendre à moduler sa réponse et à pouvoir bouger sa tête indépendamment de ses membres et à moduler le tonus de son corps en fonction de ce dont il a besoin. Mais c'est pourquoi c'est très important de laisser beaucoup le bébé au sol pour qu'il puisse faire des retournements dos, ventre, ventre, dos, encore et encore. J'ai presque envie de dire, c'est plus important que le 4 pattes, dans le sens où s'il n'a pas fait ça, il aura extrêmement de mal à faire du 4 pattes s'il y arrive. Donc évidemment, on dit que le 4 pattes c'est important, et ça l'est, parce que ça va être le croisement de la ligne médiane, la latéralité, puis tout un tas d'autres choses, c'est une étape majeure. Mais s'il ne sait pas retourner, le 4 pattes se fera quasiment pas, ou très peu. Et donc, ça va créer toute une cascade d'événements. Donc il va être majeur que le bébé ait tout à loisir de pouvoir se retourner à la maison, qu'il y ait suffisamment de place pour lui, pas d'objets dangereux qui nous empêcheraient de le faire, de le laisser faire, etc. Donc ce réflexe tonique labyrinthique, il va mettre en place la structure, il va structurer la mise en place posturale. Donc ça, c'est hyper important. Et puis il va le moduler progressivement. Alors il y a des tas d'autres réflexes qui agissent dans la dimension avant-arrière de la focalisation. On va retrouver très fortement les réflexes du dos, comme le réflexe spinal de Galland, le réflexe spinal de Pérez, le réflexe de redressement statique. Tous ces réflexes sont des réflexes archaïques, c'est-à-dire c'est eux qui initient le tonus, ce sont les fondations pour le bébé de cette mise en place de la focalisation, entre autres choses, il y a plein d'autres fonctions. Les réflexes n'assument pas tous une fonction, mais c'est multifonctionnel tout ça. Mais ces différents réflexes vont permettre la mise en place de la dimension de la focalisation. Et puis évidemment, ça se passe toujours comme ça. Au fur et à mesure que l'enfant peut moduler ce contrôle postural, automatique et réflexe, il va remplacer ça par d'autres mécanismes qu'on appelle les réflexes de vie. En particulier, dans la dimension avant-arrière, il va apprendre, il va mettre en place. Alors il y a 3 réflexes majeurs en fait il y en a 4, même 5. Il va y avoir le réflexe de redressement de la tête oculaire et labyrinthique, qui fait que quand l'enfant se déplace, quand le corps de l'enfant, ou notre corps d'adulte part d'un côté ou de l'autre, le regard cherche à être horizontal. Autrement dit, c'est comment s'organise la tête par rapport au corps, le corps par rapport à la tête. De manière plus générale, on va voir le réflexe d'équilibre, de stabilité, de gravité, qui sont des réflexes liés à la posture, à comment s'organisent justement
ces chaînes dans les axes antéro-postérieurs et latéralement. Ça, on étudie ça dans un stage qui s'appelle la kinésphère, comment tout ça interagit pour créer eh bien, une posture équilibrée, aussi bien en statique qu'en dynamique. Et le quatrième, sur lequel je vais un petit peu insister parce qu'il est très étroitement lié à la dimension de la focalisation, s'appelle justement le réflexe de protection. Alors, c'est bizarre parce que le nom réflexe de protection, il a été aussi nommé chez nous, peut-être à tort, on ne sait pas trop, en tout cas chez Denison, réflexe de protection des tendons ou réflexe tendineux de protection. C'est un peu compliqué, on ne sait pas trop ce qu'il en est exactement, d'où ça vient, comment ça fonctionne exactement cette notion de tendineux. Qu'est-ce qu'elle a à faire ici? Il y a bien un réflexe qui est connu en médecine qui s'appelle réflexe tendineux, etc. Mais pour moi, ça n'a rien à voir avec ce dont on parle ici. Donc voilà. En tout état de cause, quand je suis debout, il y a un certain nombre de muscles, je vais en citer quelques-uns tout de suite, qui, quand je suis debout sans bouger, donc je suis debout, statique, je fais la queue dans un magasin et j'attends mon tour, peu importe, je discute avec quelqu'un, je suis sur mes deux pieds, voilà. Donc je tiens debout en équilibre. Vous savez qu'il y a des micro-ajustements permanents, des mini-balancements, bercements, des mini-tensions corporelles qui sont partout dans mon corps en permanence pour que je puisse assumer cette position debout et être, comme disaient nos profs de gym quand j'étais petit, dans notre polygone de sustentation. Ces muscles, alors je vais citer quelques-uns de ces muscles, doivent utiliser un tonus très faible. On dit, enfin les posturologues nous disent que ce n'est que 10% de force, de tension musculaire qui est appliquée. Donc vous voyez, c'est un muscle qui peut exercer une force de X kilos. Donc de 100% de force, c'est le X kilos, le maximum que vous pouvez ici exercer. Bien, en fait, pour tenir debout, il ne faut pas exercer cette puissance, sinon on va se mettre à sauter, à courir, à bouger. C'est là où le muscle est actif. Mais le muscle doit garder une tension minimale, on dit autour de 10%. Alors, un de ces muscles majeurs, c'est le fameux, on part du bas, le fameux muscle solaire, qui est le muscle qui est caché sous les muscles jumeaux, les gastrodémiens, les jumeaux. En dessous, il y a le soleus, le solaire. C'est-à-dire qu'au niveau de la jambe, le mollet est formé de 3 grands muscles. Les jumeaux qui sont à l'extérieur, qui forment le galbe du mollet, et en dessous, il y en a un autre qui s'appelle le solaire. Et ce muscle-là est toujours, on pourrait dire, actif à minima pour nous permettre de tenir debout. Il est hyper important. En remontant, ça se connecte aux ischio-jambiers, tout ça. Puis ça remonte le long de la colonne vertébrale grâce à l'action permanente des paravertébraux, bien sûr. Et puis ça remonte au niveau du cou, avec évidemment derrière le trapèze qui s'active, et surtout en avant, pour pas qu'on tombe en arrière, les sternocléidomastoïdiens. Si on remonte un peu, il va y avoir des fascias. Corneille qui fait beaucoup de bruit là au-dessus de moi, je ne sais pas si vous entendez. Et ça va s'activer au niveau des fascias, au niveau du crâne et au niveau des muscles des yeux. J'aime bien dire les choses ainsi, quand je perçois un danger avec mes yeux, il y a toute une chaîne musculaire qui va s'activer jusqu'aux orteils pour me permettre d'attaquer ou de fuir, d'activer ma focalisation. Vous voyez le mécanisme? Il n'y a pas de danger, je suis debout. Tous les muscles que je viens de citer s'activent à minima pour me permettre de tenir debout. Dès qu'un danger est perçu visuellement ou auditivement, ces muscles vont s'autocontracter fortement, dans une réaction un peu de sursaut et d'immobilisation, mais en une mini-fraction de seconde, je vais, en fonction du danger, bien sûr, soit choisir, encore une fois, le choisi, c'est entre guillemets, l'attaque ou la fuite. Mon corps va choisir l'attaque ou la fuite. Tout dépend. Hein. Il faut penser que tous ces mécanismes sont simultanément régulés par le néocortex, le gendarme, et par les zones, on pourrait dire, liées au système émotionnel et aux apprentissages. Je donne un exemple. Vous êtes pompier, vous vous êtes entraîné encore et encore à tout ce qui est incendie, intervenir dans les flammes et tout et tout. Vous êtes sur un lieu où il y a un incendie et vous allez réagir d'une manière qui est très différente. Peut-être même il n'y aura pas de tension excessive. Vous allez pouvoir rester calme et faire votre métier de pompier, de sauver des vies. Mais si c'est vous, et tout d'un coup votre immeuble est en flammes ou votre maison est en flammes, je doute que vous gardiez le calme, comme on dit, olympien, je sais pas, du pompier.
On peut aussi imaginer que le pompier qui est super entraîné et tout d'un coup, ça prend feu chez lui. Peut-être que du fait de la peur de ses enfants et tout, qu'il soit beaucoup moins à l'aise, beaucoup moins calme, que si c'était quelque chose où il n'y a pas cette implication émotionnelle. Donc vous voyez, c'est très important ça. Mon corps va réagir en fonction de l'entraînement que j'ai, de l'habitude que j'ai, de la réaction émotionnelle que ça va générer, etc. Par exemple, vous dormez dans une forêt pour la première fois, sans tente ou même avec tente, vous allez entendre des tas de bruits qui vont vous empêcher de dormir, qui vont activer votre système sympathique d'activation en permanence, vous êtes en stress, vous avez peur, et c'est tout à fait compréhensible. Et donc il y aura des tas de tensions corporelles, votre dimension de la focalisation est hyper active, avec envie de s'enfuir ou d'attaquer à la moindre chose. Vous imaginez des tas de dangers en permanence. Une fois que vous avez pris l'habitude de dormir en forêt, eh bien, tout se calme et vous pourrez dormir la nuit complète, sauf quand apparaîtra un nouveau bruit qui est inconnu et de vous et qui va faire réagir tout de suite vos chaînes musculaires et votre dimension de la focalisation. Donc vous voyez, cette dimension de la focalisation est majeure. Malheureusement, qu'est-ce qui se passe? Notre corps, encore une fois, c'est un corps préhistorique. Notre génétique est une génétique préhistorique. C'est très bien. Et en fait, justement, pour rebondir sur l'exemple que je viens de prendre, notre corps est fait pour dormir en forêt, mais notre corps n'est pas fait pour passer des heures assis dans une salle de classe ou derrière un bureau. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que mon corps, d'ailleurs on l'étudie bien chez les animaux, quand il y a un danger, quand un animal, nous humains, rencontre un danger, parce que les humains vont être à part là-dessus, évidemment, notre cerveau est énorme, notre façon de réagir peut être très différente des animaux. Qu'est-ce qui se passe quand un animal est soumis à il y a un danger? Alors, je vais prendre un exemple qui est bien connu des scientifiques. Vous avez on peut prendre des biches et des loups par chez nous, mais vous pouvez prendre des gazelles et des lions en Afrique, c'est plutôt ça qu'on a vu. Mais si vous voyez les gazelles sont en train de brouter, sont en troupeau. Puis vous avez les lions qui s'approchent un petit peu, les lionnes, tout va bien. Et puis si les lionnes s'approchent un petit peu trop, les gazelles vont commencer à être un peu plus sur la défensive, à se tendre. On voit bien qu'elles sont tendues, elles redressent la tête sans arrêt, elles regardent à droite, à gauche, elles se figent, elles cherchent à savoir ce qui se passe, elles sont sur le qui-vive. Là, on peut dire que leur système sympathique s'active, accélération du cœur, de la respiration, des hormones de stress s'activent, prêts à s'enfuir. Là, en l'occurrence, évidemment, les proies comme les biches ou les gazelles n'attaquent pas. Hein. Quoi qu'on peut le voir, si on s'attaque à leurs petits, ils vont parfois donner des coups de corne et chercher, on voit ces bêtes qu'on pourrait croire sans défense s'acharner sur des lions ou des loups qui cherchent à bouffer leur progéniture. Là, on a des fois des surprises. Mais si la lionne se met à accélérer d'un coup vers ou le guépard ou quoi, vers les gazelles vont tout de suite aller dans toutes les directions, s'enfuir et courir très vite. Et là, elles sont au maximum des hormones de stress, cortisol, adrénaline, etc., avec une réponse très rapide face au danger. Leur dimension de la focalisation s'est activée. Évidemment, on ne peut pas comparer, puisque nous, la focalisation, c'est avant-arrière. Chez les quadrupèdes, tout ça fonctionne très différemment. Mais vous avez compris l'analogie. Là où ça devient intéressant, c'est que si on fait une prise de sang au moment du stress et qu'on mesure les glandes, le cortisol, l'adrénaline, etc., on va s'apercevoir que les hormones de stress sont très élevées. Quelques instants après, le lion, sous-entendu, vous n'êtes pas fait bouffer, hein, sinon l'expérience est arrêtée. Mais quelques instants après, les lions s'écartent un peu. Et la gazelle, 1 ou 2 minutes après, retourne au calme. Et si vous faites à nouveau les tests, vous allez voir qu'il n'y a plus d'hormones de stress. Autrement dit, face à ce danger, les hormones de stress montent très vite et ensuite rechutent très vite et la gazelle retourne au repos. Elle a brûlé, en courant en particulier, en se sauvant, elle a brûlé l'hormone de stress. Le danger n'est plus là, je suis plus stressé, je me détends. Fin de l'histoire. Chez les humains, ça ne marche pas comme ça. Parce qu'on a un cerveau tellement développé, notre aspect langagier, émotionnel, cognitif est tellement développé que vous le savez très bien. D'abord, on va se créer beaucoup de stress qui n'est pas présent, on va imaginer du stress. Alors pourquoi ça marche comme ça? Parce que nous, on peut survivre grâce à d'énormes capacités d'anticipation.
Et le fait qu'on ait des grandes capacités d'anticipation nous oblige à imaginer le futur et les dangers potentiels. Et du coup, on va beaucoup ruminer sur les dangers qui pourraient nous arriver. Et du coup, malheureusement, alors quand c'est un vrai danger, et c'est logique, on ne va pas dormir, il faut être sur le qui-vive. Si vous mettez dans un campement et qu'il y a justement des lions dans le coin, etc., c'est tout à fait logique que vous soyez en état de stress et que vous ne dormiez pas. Ce serait, d'un point de vue évolutif, une catastrophe que vous mettiez à dormir et vous faire bouffer pendant le sommeil. Donc tant que vous percevez un danger, il est tout à fait logique que les hormones de stress soient actives, vous empêchent de dormir, fait battre le cœur et vous prépare à attaquer ou à vous enfuir. Et une fois qu'on est en sécurité, on est capable de se réendormir, etc. Mais l'homme moderne a développé du stress chronique et permanent, qui n'est plus le lion, qui n'est plus le véritable danger, mais qui est les emplois du temps, les obligations, la passe-passe, les horaires, le boulot, le fait qu'on vit dans un environnement social, écologique, sociétal, oui, je viens de le dire, etc., qui n'est plus du tout en adéquation avec nos gènes. Et du coup, notre corps ne comprend pas et reste en permanence en stress chronique, avec des tas de maladies de civilisation qui surviennent, et avec des tas de tensions corporelles. Un exemple, c'est l'exemple du bruit. L'état normal pour nos oreilles, c'est d'entendre le calme de la forêt, le calme de la plaine, le calme de la nature, avec dans la nature parfois des bruits d'oiseaux. Tiens, il y a une étude qui est sortie l'année dernière qui dit que quelques minutes d'écouter le gazouillis des oiseaux quelques minutes par jour abaisse les hormones de stress, le cortisol, etc. et fait du bien. Vous vous rendez compte ? Il avait besoin d'une preuve scientifique pour dire que mettre un humain dans la nature qui est son environnement normal lui fait du bien. Donc du coup, il y a des gens qui achètent des disques de chant des oiseaux pour se faire du bien. Bon, c'est bien, hein. Tout comme on peut mettre des fonds d'écran de nature, et effectivement, le fait de regarder un fond d'écran de nature fait du bien, ça calme le corps. Mais vous imaginez bien que c'est sans commune mesure avec le fait d'aller dans la forêt, avec les odeurs, les sons et l'image. Donc on est fait pour cet environnement-là. Le stress chez nous est chronique et je parlais du bruit. Or chez nous, si vous y prêtez attention, il y a du bruit en permanence. Du bruit qui n'a rien de naturel, du bruit qui nous met sur le qui-vive. Vous le voyez bien quand j'enregistre le podcast, il y a des voitures sans cesse, il y a des machines, il y a des tronçonneuses. Et on dit bien que le bruit est une des plus grandes nuisances aujourd'hui sur le système nerveux, crée des dépressions, crée de la fatigue. On n'entend même plus le bruit qui est permanent et on veut s'isoler de ce bruit en écoutant de la musique en permanence, en mettant nos casques anti-bruit, etc., etc. Il se trouve que nos 5 sens sont stressés en permanence par notre mode de vie. Au niveau visuel, on ne regarde plus des choses qui sont harmonieuses pour nous, c'est-à-dire des arbres, des forêts, des plaines, des montagnes, la mer, l'océan, etc. On va regarder des structures qui heurtent l'œil. Il faut dire ce qui est, les villes et les entourages des villes du monde entier sont devenus d'une laideur incommensurable. L'humanité aime, a priori, se complaît dans la laideur architecturale des banlieues, des panneaux publicitaires. C'est une agression visuelle permanente, une sollicitation par la publicité permanente, par des publicités qui bougent maintenant, électroniques, etc., pour happer notre attention, pour en quelque sorte hacker, pirater notre cerveau en permanence. Donc on est sursollicité par de la laideur qui est choquante pour notre cerveau et on veut ne pas le regarder. C'est pourquoi le virtuel je reprends les paroles de Lamia Mcellali, que j'ai la grande chance de connaître, qui est la fondatrice de Sea Shepherd France. Vous savez très bien, vous nous voyez toujours avec des t-shirts ou des suites Sea Shepherd et qu'on milite, qu'on est proche des actions de Sea Shepherd, du capitaine Paul Watson. Elle dit qu'aujourd'hui, pour le virtuel, on est en train de détruire le réel. C'est-à-dire que pour les ressources, pour faire du virtuel, vous allez voir que c'est pas loin de la conversation sur la focalisation. On détruit le réel, on exploite la planète pour faire du virtuel. Et pourquoi on a besoin de temps de virtuel et de se mettre dans du virtuel ? Parce que ce qu'on est en train de créer est fondamentalement moche, stressant et répulsif. Que ce soit au niveau des sons, que ce soit au niveau visuel, que ce soit au niveau tactile, que ce soit au niveau gustatif, la nourriture, entre guillemets la nourriture,
industrielle, ultra transformée, est-ce que c'est encore de la nourriture ou du poison qu'on veut manger? Tout ça nous met sur la défensive en permanence. Donc, notre corps ne comprend pas ce qui se passe, il est dans un état de confusion. Frank Forensi, je dis, en état d'inadéquation. Il y a une inadéquation dans L'animal exubérant, il explique ça bien, son livre, que j'ai eu l'honneur de traduire et de publier dans notre maison d'édition Ressources Primordiales. Frank Forensic, il dit bien qu'il y a une inadéquation, il est biologiste à la base, il a fait des études de biologie, entre nos gènes, ce à quoi notre corps préhistorique s'attend, et le monde dans lequel on est. Exactement comme le lion qui naît en cage et qui mange une nourriture artificielle, qui mange des croquettes, etc., ça va le rendre malade, il est malheureux, il déprime, son espérance de vie est beaucoup plus faible. Même chose si vous mettez un poisson en aquarium ou un dauphin, etc., etc. Donc tout ça va avoir un impact majeur sur nous, sur notre niveau de vie et la dimension de la focalisation et sur le qui-vive en permanence. C'est là où je veux aller. C'est-à-dire qu'on est en tension permanente. Cette tension permanente est très délétère au niveau postural, au niveau corporel, au niveau émotionnel, au niveau mental, cognitif, avec, on le sait, une explosion de la dépression, une explosion des burn-out et des tas d'autres maladies dites de civilisation. C'est pas moi qui ai inventé ce terme, maladie de civilisation. Ce sont des maladies qui sont dues à notre mode de vie. C'est-à-dire que les 4 plus grands fléaux qui tuent l'humanité sont des maladies de civilisation. Cancer, maladie cardiovasculaire, diabète et Alzheimer. Donc, c'est quand même assez dingue. Alors, je rejoins la route. Je vais m'en éloigner un peu, bien qu'on soit un dimanche matin, il y a quand même des voitures. Sans doute les gens vont à la boulangerie acheter leur pain. Les enfants à l'école ont une dimension de la focalisation qui va être quasiment tout le temps impactée. Alors j'ai envie de dire autrement, c'est une remarque que j'ai faite à Paul Denison, ou plutôt je lui ai posé des questions et c'est lui qui m'a fait la remarque. Je parlais du bruit. Avec le micro, vous ne pouvez pas filtrer le bruit. Je sais que mon oreille peut la filtrer. Si je discutais avec vous dans la rue, vous seriez à côté de moi, j'élèverais un peu le ton, vous vous concentreriez plus sur ce que je dis. Et ce serait jouable, parce que notre oreille est adaptative. Et c'est permanent, c'est toute la journée. Donc ça finit par nous épuiser. Mais là, avec micro interposé, je sais que c'est beaucoup plus difficile pour vous à supporter. Et c'est pourquoi je fais des pauses quand il y a des voitures en temps normal. Là, je ne l'ai pas fait volontairement pour illustrer mon propos. Alors, ma conversation avec Paul Denison a pour conclusion le fait que toute personne qui vient nous voir dans nos cabinets, qu'on soit accompagnant en IMP, accompagnant en brain gym, éducation kinesthésique, qu'on soit kinésithérapeute, psychologue, enseignant à l'école, etc. Je cours un peu pour m'éloigner de la route et des voitures, mais c'est grillé. Voilà. Eh bien, toutes les personnes en fait qui viennent nous voir dans nos cabinets ou qui rencontrent... Décidément, je crois que c'est fini cette fois. Toute personne qui vient nous voir dans notre cabinet ou qui rencontre des difficultés ont un certain niveau de stress. Si elle ne prouvait pas de stress, de tension corporelle, émotionnelle ou quoi, ne viendraient pas nous voir dans nos cabinets et resteraient chez elles, ces gens. Et c'est parce qu'il y a un stress initial qui vient. Et donc, toujours une implication de la dimension de la focalisation. Ça veut dire que toute personne qui vient nous voir dans nos cabinets, quelle que soit la raison, quelle que soit la méthode qu'on pratique, il y aura un impact au niveau de ces chaînes musculo-faciales, squelettiques, kinétiques, qu'est-ce que vous voulez. Il y a, autrement dit, je défonce une porte ouverte, il y a toujours une implication corporelle à tout stress. Donc ça veut dire, quel que soit notre métier, enseignant, psychologue, orthophoniste, parce que moi je travaille avec ces gens-là, psychomotricien, accompagnant en IMP ou praticien de brain gym ou quoi que ce soit, il est nécessaire, il est indispensable de comprendre comment le stress, comment les gens ont aussi du stress dans leur corps. Alors de deux choses l'une. Soit on se forme nous-mêmes et on apprend des techniques, des méthodes
pour aider les gens à libérer ce stress aussi, c'est-à-dire que l'orthophoniste, le psychologue, c'est les gens conformes, donc je sais que c'est faisable et que ça se fait, même le dentiste, etc., se forme à des approches corporelles, apprend à observer les différents réflexes archaïques, tient compte de tout ça dans son travail et va pouvoir proposer en première instance ou parallèlement au travail de rééducation qu'ils font, un travail sur cet aspect corporel des choses, via des automassages, via des bercements, via différents types de mouvements, va pouvoir faire ce complément. Mais les orthophonistes n'ont peut-être pas que ça à faire, mais même si je pense que c'est bien cette complémentarité, etc., peut-être que certaines personnes disent, bah voilà, je vois cette contrepartie corporelle, je le dis aux gens, voilà. Alors évidemment, il y a des gens chez qui c'est assez faible, cette contrepartie corporelle, parce que par ailleurs, ils prennent soin d'eux-mêmes. Ils font du sport, ils font de la relaxation, ils font du yoga, ils ont une résilience plus grande que d'autres, et donc au niveau corporel, ça se passe assez bien. Donc dans ce cas-là, on pourrait presque s'en passer, si je puis dire. Mais dans certains cas, ça va être intéressant soit de le faire directement nous-mêmes, soit d'envoyer en complément en disant aux gens, écoutez, c'est très bien de venir me voir, mais allez voir aussi quelqu'un pour travailler au niveau corporel. Ça peut être de la méthode Feldenkrais, du yoga, de la relaxation, du tai chi, évidemment, de l'intégration motrice primordiale. Vous voyez, c'est pas obligé qu'on le fasse nous-mêmes parce qu'on a le temps qui nous est imparti, on a ce qu'on aime faire, on a le regard des gens vis-à-vis de ce qu'on fait. Dans notre société, malheureusement, ça peut être mal vu que l'orthophoniste commence à faire du travail corporel avec les gens, que le psychologue veuille proposer des automassages aux gens. Dans mon esprit, ce qui est choquant, c'est que ce ne soit pas systématiquement fait lors des études de ces différents professionnels, d'avoir au moins un minimum de tout ça. Mais je comprends que les choses sont comme elles sont dans notre société, que les choses ne sont pas toujours faciles, que la vue d'ensemble globale, comme on dit à la mode, enfin c'est à la mode depuis 40 ans, le holistique n'est pas toujours évident. Et on a une société, on a tendance, quels que soient les métiers, à se surspécialiser. Et du coup, on a tendance à voir qu'un petit bout des choses. Donc la dimension, pour terminer sur cette dimension de la focalisation, elle est quasiment tout le temps impliquée. Tout le temps impliquée. Et donc, quelle va être, alors chez les Denison, en éducation kinesthésique, les mouvements qui sont préconisés, évidemment, à chaque fois qu'on évalue, on a plusieurs outils pour observer et faire prendre conscience à la personne de ce qui se passe dans sa dimension de la focalisation, quelles sont les tensions qu'elle a, donc au niveau du mollet, au niveau de l'arrière de la jambe, au niveau du dos, au niveau du cou. La personne prend conscience de ces tensions-là, et en fonction de ça, on va lui préconiser des mouvements qu'en éducation kinesthésique, on appelle des activités d'allongement. C'est pas du stretching à proprement parler, c'est plutôt une idée de s'allonger, se grandir. Ça va pas être du stretching statique, on va avoir des mouvements comme les pieds sur terre, qui portent des jolis noms comme le pied sur terre ou le planeur, où on va juste se laisser pencher en avant, etc. On va avoir des mouvements comme activation du bras ou la chouette pour libérer l'épaule ou les trapèzes. Donc voilà. Ce ne sont pas des étirements à proprement parler, ça peut être des mobilisations, il y a différents types de choses. En IMP, en intégration motrice primordiale, on va utiliser évidemment ça, on va utiliser aussi d'autres techniques qu'a mis au point Paul Denison de rééducation du mouvement, on va utiliser les automassages, on va utiliser les mouvements rythmés, les bercements de Kerstin Lin, Harald Bloomberg. Donc voilà, il y a toute une batterie de choses que l'on a. On va utiliser aussi évidemment des exercices de respiration. Et puis surtout, on va aller travailler sur les réflexes impliqués, les réflexes archaïques qui seraient suractivés et les réflexes de vie. Et donc il faut calmer en quelque sorte, inhiber puis intégrer, et les réflexes de vie qui doivent prendre le relais, c'est-à-dire recalmer par exemple pour qu'il ne joue que son 10% de force sur le réflexe de protection, s'assurer que le réflexe de gravité, d'équilibre, de stabilité soit en bon état de marche aussi. Donc voilà un petit peu ce dont je voulais parler. Il y aurait, vous en doutez, énormément plus de choses à dire sur la dimension de la focalisation, et on aborde ça évidemment dans les formations, mais voilà pour cette un peu vue d'ensemble de la dimension de la focalisation. Encore une fois, c'est la dimension avant-arrière. Ce que j'ai pas dit, et sur lequel je veux terminer, c'est que dans la terminologie denisonienne, cette dimension avant-arrière, il y a des mots-clés. Et le mot-clé, c'est le mot compréhension. Ça, c'est très intéressant. Déjà, le mot focalisation est intéressant, il n'a pas dit c'est la dimension de la concentration. Parce que focalisation, c'est
peut être détail ou vue d'ensemble. C'est la focale d'un appareil photo qui va être soit grand angle, soit angle fermé, soit angle ouvert. Donc on imagine un zoom, on va pouvoir zoomer sur détail ou vue d'ensemble. C'est ce qui se passe quand je vais vers l'avant ou vers l'arrière. La dimension de la focalisation, c'est ce qui me permet d'aller vers l'avant et vers l'arrière, de prendre du recul ou de foncer sur les détails, l'arbre et la forêt. Cette double action très importante. Et le mot-clé, c'est surprenant, c'est la compréhension. On finit par ça parce que c'est la notion que je trouve la plus intéressante du travail de Denison. C'est vraiment un génie, Denison. L'idée, c'est que dès que quelqu'un va avoir une implication trop forte du réflexe de protection, donc dès que la focalisation est impliquée et qu'il y a donc un stress qui est perçu par l'organisme, eh bien, ça va me mettre dans un état de tension, avec plutôt une propension à envie d'attaquer ou envie de m'enfuir, ce que dans notre société, on ne va pas faire. On va rarement attaquer, on va rarement s'enfuir, mais des fois ça arrive. On ne se présente pas au boulot, ou on a mal au ventre, on ne va pas à l'école, ou on devient agressif, verbalement ou physiquement. Ça arrive, bien sûr, dans notre société. C'est regrettable, mais ça arrive quand on est à bout, voilà, on craque. C'est la dimension de la focalisation qui nous fait nous perdre contrôle de la colère ou s'enfuir et tout abandonner dans la vie, avec parfois des pertes terribles. Donc, quand on a cette activation de la focalisation, eh bien on ne peut plus comprendre les choses. On peut plus dire, quand on est en colère ou qu'on a peur, on ne peut pas maintenir une conversation avec quelqu'un. On ne peut pas comprendre les choses. On est dans la réactivité, on est dans l'émotionnel, on est dans la fuite ou la lutte. Donc, l'intérêt de ce vocabulaire de chez Denison, c'est de dire, si, on se rappelle que c'est un enseignant à la base, si un enfant est sous stress à l'école, il ne peut pas activer correctement ces mécanismes de compréhension. Or, qu'est-ce qu'on veut à l'école en premier? C'est que les enfants comprennent ce qu'on leur dit. On veut qu'ils soient attentifs, on veut qu'ils soient focalisés. Évidemment, le mot ici, c'est concentré. Et quelle est une des plus grandes demandes avec laquelle les gens viennent nous voir? C'est qu'ils ne sont pas concentrés. Et ils ne sont pas attentifs. Et ils ne comprennent pas. Or, quand on va regarder ces enfants, au niveau genoux, positionnement du bassin, sacrum, occiput, alignement de la tête, on s'aperçoit que dans la quasi-totalité de ces cas de difficulté de comprendre, difficulté à se concentrer, à être attentif, etc., on a chien, fuite ou lutte. Dans mon cas, c'est fuite. On a une implication de la dimension de la focalisation. L'autre chose extraordinaire, c'est que, et ça c'est les travaux d'Denison, chez ces enfants-là, sans faire plus de remédiation scolaire, sans faire quoi que ce soit d'autre que s'occuper de la dimension de la focalisation, entre autres, mais pas uniquement, avec les activités d'allongement, c'est-à-dire libérer les tensions au niveau genou, sacrum, occiput, c'est-à-dire au niveau de l'expression du réflexe de protection et de la dimension des tensions excessives dans la dimension de la focalisation. Avec les différents outils qu'on a, une fois qu'on s'occupe de ça, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Magie, le stress ne se loge plus, ne s'accumule pas dans ces chaînes antéro-postérieures, et, suspense, roulement de tambour, et, vous le savez, l'amélioration au niveau de la concentration, de l'attention est là, et la compréhension peut se mettre en place. Là, l'enfant, la personne, évidemment, tout ça fonctionne avec les adultes, est capable de voir détail et vue d'ensemble. Et c'est ça, la dimension de la focalisation. C'est ce que dans la vie, je peux, tout en gardant une vue d'ensemble, tout en voyant le paysage, en apprécier les différents détails, pouvoir analyser les choses, me concentrer. Ce n'est pas l'un ou l'autre. Ce n'est pas, il y en a qui seraient bons pour les détails et d'autres qui seraient bons pour la vue d'ensemble. Ce n'est pas la vision denisonienne. Comme on pourrait dire, ce avec quoi je ne suis pas d'accord, il y a des gens visuels, il y a des gens auditifs, il y a des gens, ce serait tout un autre débat. Et j'ai rencontré, bref, je ne vais pas faire de parenthèse ici. Pour Paul Denison, on devrait avoir accès aux deux, c'est-à-dire qu'en permanence, on est attentif à ce qui se passe dans notre entourage, que ce soit au niveau auditif. Évidemment, on va regarder, nous, la focalisation auditive, la focalisation visuelle et la focalisation tactile. On va évaluer ces trois choses-là. On va regarder cette focalisation-là. Je suis, en temps normal, sans stress,
je suis capable d'appréhender la globalité au niveau auditif, au niveau visuel, au niveau corporel, tout, et de prêter mon attention sur ce dont j'ai envie, sur ce qui est nécessaire pour analyser. Et c'est cette double action de global, vue d'ensemble et détail, on pourrait dire en vision, en optométrie, on dirait la forme et le fond. C'est grâce à cette double action simultanée que je peux comprendre l'environnement qui m'entoure, que cet environnement soit la nature, que cet environnement soit la salle de classe, que cet environnement soit le stade dans lequel je performe en sport, ou comme je l'étais ce matin tout à l'heure avant de vous parler, la piscine, à faire de l'apnée et à comprendre la globalité de ce qui m'est demandé en termes d'exercice technique et de ne pas me surfocaliser justement dans ce cas-là, d'apprendre à inhiber les détails, parce que si je me focalise trop sur les détails, je suis paumé. Si je me focalise trop sur la vue d'ensemble et pas assez sur la technique, je suis paumé. Et tout à l'heure, au bout d'une heure, les derniers exercices étaient les meilleurs pour moi. J'étais capable de retenir mon souffle, faire une longueur entière en apnée, tout en faisant le bon, j'allais dire pédalage, le bon palmage que je ne faisais pas correctement. Et quand j'ai pu me concentrer à la fois sur les sensations globales de mon corps, sans me surfocaliser sur mon diaphragme qui veut respirer, tout en ayant conscience de ce qui se passe au niveau de mes jambes, d'avoir le bon geste technique, et bien là, j'ai performé mieux que jamais. Parce que tout d'un coup, j'étais bien focalisé, global et vu d'ensemble. J'ai eu la véritable compréhension du truc, où mon esprit s'est calmé, et mon corps a pu agir comme je lui demandais de faire, grâce à cette vue d'ensemble, à cette compréhension globale des choses. Donc voilà pour cette dimension de la focalisation, qui est une des 7 dimensions de l'intelligence que l'on retrouve en éducation kinesthésique de Paul Denison, et que, évidemment, on appréhende dans sa totalité dans les différents séminaires d'IMP, d'intégration motrice primordiale. Et je pense que tout le monde devrait avoir des notions, tout thérapeute, toute personne impliquée dans la relation d'aide, tout enseignant doit être formé à cette notion de focalisation, parce que ça veut dire que ma priorité numéro 1 en tant que professionnel, prof, éducateur, psychologue, thérapeute ou quoi, c'est de créer un climat dans lequel la personne peut justement impliquer sa focalisation, avoir des objectifs, et à partir de là, faire ma rééducation, ma méthode, etc., etc. Donc cette notion de focalisation, c'est pourquoi j'ai débuté cette petite discussion en disant qu'on pourrait tout à fait commencer par là. Et de fait, dans nos cabinets respectifs, dans nos salles de classe, etc., dans nos vies, avec nos enfants, d'avoir cette notion peut-être en premier serait essentiel. C'est créer la sécurité qui permet l'expression de la dimension de la focalisation et qui permet la compréhension des choses. Donc je vous remercie de votre écoute. Puis on se retrouve prochainement pour parler d'une autre dimension de laquelle je ne sais pas encore. On verra ça. Je vous souhaite une très bonne journée à tous, à toutes et à tous.